Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir avec Bruno Maigre pour cette séance d'échange dans le cadre de notre cours évaluation et certification. Alors, comme vous le savez, hein, nous avons à notre sein de notre master FLE énormément d'étudiants présents de partout dans le monde, sur tous les continents. Nous sommes actuellement vraisemblablement le master FLE de France qui est le plus étudiant, puisque nous comptons près de 500 étudiants répartis sur tous les continents. C'est pour ça aussi que nous avons fait ce choix d'horaire, hein, donc 10 heures à Martinique, 16 heures à Paris, un peu moins sur le continent sud-américain, un peu plus sur le continent africain et le Moyen-Orient, afin que vous puissiez tous partager nos échanges aujourd'hui en direct, mais aussi, pourquoi pas, enregistrés. Donc, pas d'inquiétude pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer à ces échanges, puisque tout est enregistré et sera diffusé dès ce soir sur notre plateforme. Alors, je tiens à vous dire combien moi, je suis heureux aussi de pouvoir partager ce cours avec Bruno Maigre, hein. Bruno Maigre, directeur du département évaluation et certification de France Éducation Internationale, qui va donc nous faire l'honneur et la gentillesse de partager son expertise tout au long de ces échanges. Alors, globalement, Bruno a présenté comment on va s'organiser par rapport donc à, à cet échange. Mais globalement, sachez que dans une première partie, le cours vous sera présenté et puis vous pourrez poser des questions de deux façons, soit directement en levant la main, vous savez, à travers la possibilité que vous offre Zoom, et je vous passerai la parole puisque je vais jouer aujourd'hui le rôle de médiateur, ou alors poser la question par écrit que je me ferai un plaisir de relayer. Alors, avant de laisser la parole à Bruno, je vais vous demander d'éteindre vos micros, mais je pense que tout le monde l'a fait. Donc, surtout pour les échanges, gardez les micros fermés. Et je vous remercie donc pour votre attention et c'est avec plaisir que je passe la parole à Bruno. Merci beaucoup Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi aussi je suis vraiment très heureux d'intervenir au sein de ce master depuis maintenant quelques années. Un master très populaire, comme vient de le souligner Bruno Stéphanie, qui regroupe plusieurs centaines d'étudiants et je suis moi tout particulièrement heureux de voir que une place importante a été donnée à la thématique de l'évaluation dans ce master qui constitue un des éléments constituants de la didactique des langues étrangères, mais qui a, vous le savez, pour ceux qui ont pris connaissance du cadre européen commun de référence pour les langues, il y a un chapitre qui est réservé à l'évaluation dans le cadre européen. C'est le chapitre 9. Alors c'est le chapitre le moins volumineux. C'est celui également qui regroupe peut-être le moins d'informations mais qui, en tout cas, jette les bases les plus essentielles pour, je pense, une orientation sur la pratique de l'évaluation, sur la méthodologie de l'évaluation, adossée au principe de l'approche communicative et plus particulièrement de la perspective actionnelle. Donc, si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous invite à lire ce petit chapitre, le chapitre 9. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de le lire à la fin de ce cours. N'allez pas vous précipiter à la fin de cette présentation pour l'ouvrir, mais peut-être que au moment où vous aurez terminé ce cours, vous aurez terminé les différents documents que Bruno Stéphanie et moi-même avons déposés sur votre plateforme, sur la plateforme. Une fois que vous aurez pris connaissance de tout ça, que vous aurez des idées bien en place et que vous allez pouvoir avoir les éléments suffisants pour vous faire vous-même votre opinion sur l'évaluation, je vous inviterai à aller voir ce chapitre 9 qui est, à mon avis, assez révélateur et qui va vous apprendre, j'en suis convaincu, pas mal de choses. Alors, comme l'a dit Bruno Stéphanie, on va procéder de façon assez légère aujourd'hui, hein. Il ne s'agit absolument pas d'un cours magistral. Je vais reprendre les points qui nous semblent essentiels à Bruno et à moi de ce cours pour alors déjà bien vous préparer à votre futur professionnel, mais aussi à votre futur académique, et puis à réussir le mieux possible l'examen que nous vous avons proposé, surtout dans sa partie théorique.
Et je pense que ça devrait vous donner les pistes nécessaires, les éléments nécessaires pour pouvoir aller naviguer justement dans l'ensemble des documents qui sont mis à votre disposition. Alors, pour certains, vous allez retrouver des éléments importants de ce cours, si vous l'avez déjà lu, mais je vais revenir sur les éléments les plus essentiels, puisque vous savez que quand on parle d'évaluation, on parle de beaucoup de choses. Alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, là, il est 4h05. Je pense en avoir pour peut-être 25, 30, 35 minutes au maximum. Et ensuite, on passera aux questions. Là, pour le moment, nous ne sommes pas trop nombreux. On est, je crois, une quinzaine. Donc, si vous avez des questions à poser ou à indiquer dans le chat, on se fera un plaisir, Bruno et moi, d'y répondre. Donc, je reprends le fil de la présentation. L'évaluation est un vaste sujet puisque nous pouvons considérer l'évaluation comme une espèce de continuum qui peut regrouper différents termes, différentes dénominations, puisque l'évaluation, ça peut être, vous le savez mieux que moi, ça peut être une simple vérification, ça peut être quelque chose qui peut être beaucoup plus précis, comme une mesure, ça peut être aussi une appréciation, ça peut être une estimation, ou ça peut être bien souvent une impression. Et pour cela, pour pouvoir formaliser un peu ces objectifs d'évaluation qu'un enseignant peut avoir, on peut lui mettre à sa disposition des moyens qui sont assez variés, comme des contrôles, des examens, des certifications, des diplômes, des tests, avec pour chacun une définition qui lui est propre et qu'il est important de connaître. Et bien évidemment, lorsque l'on a en place ces objectifs d'évaluation et que on sait exactement si on veut en faire une simple, alors je me répète un peu, mais une simple ou estimation ou appréciation, par exemple des performances ou des connaissances ou des compétences d'un apprenant, il va falloir utiliser ou non des moyens qui sont à votre disposition, qui sont à la disposition des enseignants depuis toujours. Et là, il ne s'agit pas de réinventer quelque chose qui existe déjà sous la forme, je vous l'ai dit, de contrôle, d'examen, de certification, de test ou de diplôme. Et pour cela, on va les associer, vous le savez, à des notes, à des exigences, à une pondération, à des critères, à un niveau, bref, à tout un arsenal également d'indicateurs qui vont vous permettre de placer le candidat sur un continuum et qui va permettre d'évaluer les performances ou les compétences ou les connaissances de ce candidat. Donc, il est important d'avoir à l'esprit que l'évaluation, si on part d'une simple estimation et que l'on va jusqu'à un outil de mesure extrêmement précis, on est on se trouve dans des procédures qui sont très différentes et il y a un concept, une notion, pardon, qui est extrêmement importante à l'évaluation, c'est la notion d'enjeu. La notion d'enjeu, c'est-à-dire que plus l'enjeu de l'évaluation est élevé, plus on va se rapprocher d'un outil de mesure. Moins il est élevé et plus on va se trouver dans une situation d'appréciation ou de simple contrôle. Et c'est de là que découlent finalement les deux grands types d'évaluation que vous retrouvez, je crois, bien décrits dans le cours. Il s'agit de l'évaluation formative et de l'évaluation sommative. L'évaluation formative, vous savez que elle se déroule généralement euh, pendant l'unité pédagogique, elle va se dérouler pendant le cours, alors que l'évaluation sommative, on a bien souvent la tendance à l'associer à la fin du cours, à la fin d'une unité ou d'une année ou d'un trimestre ou d'un semestre, et qui va permettre de faire une espèce de somme des connaissances et ou des compétences qui auraient dû être acquises ou qui sont acquises pendant le déroulé du cours. Alors, évidemment, quand on a ces deux définitions générales, l'évaluation formative, l'évaluation sommative, on a quelque chose qui est réel, qui correspond à une réalité, mais qui n'est pas abouti si on n'apporte pas des détails supplémentaires, notamment sur
les raisons et les fonctions que l'on veut donner à cette évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation formative, elle va servir d'abord et avant tout comme outil diagnostique. C'est-à-dire qu'elle devrait permettre un échange d'informations entre l'enseignant et l'apprenant, ou entre l'enseignant et le candidat, pour permettre aux deux parties prenantes de cette évaluation, l'enseignant et l'apprenant, d'obtenir des informations nécessaires. Alors l'un, par exemple, à la remédiation de ses cours, et l'autre aux stratégies qu'il pourrait mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs d'apprentissage. Et donc, il est toujours important d'associer à un type d'évaluation une fonction qu'on lui donne. Et généralement, l'évaluation formative, qui correspond au type de l'évaluation, on va lui trouver une fonction qui est une fonction qui est généralement diagnostique, qui permet d'obtenir un état des lieux à à un moment de l'apprentissage pour apporter des remédiations d'un côté de l'apprentissage, de l'enseignement, ou bien des stratégies d'apprentissage pour l'apprenant. Dans l'évaluation sommative, les fonctions peuvent être différentes. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a souvent tendance à mettre en place, enfin plutôt à placer l'évaluation sommative en fin d'unité pédagogique ou en fin de parcours académique, alors qu'en fait, on peut aussi retrouver l'évaluation sommative tout en début, avant même quelquefois que les cours commencent. Par exemple, les tests de positionnement entrent parfaitement dans une évaluation sommative parce que elles sont bien souvent à visée pronostique. Une évaluation sommative, quand elle est mise en début de cursus ou en fin de cursus, mais qu'elle conduit à un deuxième cursus, elle va être pronostique, c'est-à-dire qu'elle va permettre de vous donner une sorte de valider vos compétences et vos connaissances pour vous indiquer que vous êtes apte, en mesure de pouvoir poursuivre votre apprentissage à tel niveau ou sur telle filière. Par exemple, si je prends l'exemple du baccalauréat, le baccalauréat est une épreuve qui est sommative, elle va se situer à la fin de la classe de terminale en France, mais elle vient faire la somme des acquis qui ont été vus pendant toute une année scolaire, mais elle vous autorise aussi à entrer à l'université. Et c'est pour ça que la fonction de l'évaluation est très importante et que le type de l'évaluation n'est pas suffisant. Il est bien souvent important de pouvoir associer des fonctions à un type d'évaluation. Et évidemment, quand une évaluation va permettre la délivrance d'une certification, ce qui est quand même une des grosses parties de notre cours, nous sommes dans une évaluation qui est sommative, elle est souvent pronostique et elle est aussi inventaire, c'est-à-dire qu'elle va conduire à la délivrance d'une attestation. Donc ça, je pense que c'est un peu la base de l'évaluation, c'est les grands piliers, les grands principes de l'évaluation, avant que l'on rentre dans quelque chose qui va être un peu plus orienté. C'est un choix que nous avons fait, Bruno Stéphanie et moi, d'orienter notre cours sur une démarche qualité pour pouvoir justement répondre à ces enjeux dont il a été question au début de mon intervention. C'est-à-dire que plus on avance dans l'enjeu social que représente une certification, plus l'outil d'évaluation devra répondre à des normes extrêmement exigeantes. On n'évalue pas de la même manière un étudiant que l'on a en salle de classe et que voilà, pour lequel on va essayer de définir un niveau pour lui apporter de l'aide ou pour éventuellement ou accélérer ou diminuer le rythme de son enseignement. Et on n'évalue pas la même chose, un étudiant de la même manière lorsque, par exemple, un étudiant doit passer un DELF B2 ou un DALF C1 pour déposer son dossier pour intégrer, par exemple, un master dans une université française. L'outil qu'on va utiliser ne sera pas le même, ne répondra pas aux mêmes enjeux, et l'engagement de l'enseignant, en tout cas du pédagogue ou de l'expert en pédagogie, devra être différent lorsque on va voilà, s'engager dans une phase de conception de ces dans ces différentes épreuves. Donc, il est nécessaire de toujours avoir à l'esprit la notion d'enjeu
qui ne peut être dissocié de l'évaluation. Une fois que l'on a défini ces différentes fonctions, la fonction pronostic, la fonction diagnostic et la fonction inventaire, nous savons que l'évaluation en soi va permettre d'orienter le candidat, de réguler l'enseignement, voire de certifier l'apprenant ou le candidat si cela est nécessaire, même si ce n'est pas une obligation. Pour cela, on va s'appuyer sur le cadre européen pour compléter bien évidemment les outils que l'on met à disposition des évaluateurs, que vous soyez enseignant ou un expert en évaluation, que vous vous situiez en contexte d'évaluation formative ou d'évaluation sommative, il est important d'avoir trois, trois concepts à l'esprit qui sont directement issus du cadre européen commun de référence, donc on n'a strictement rien inventé. C'est un peu les trois piliers de l'évaluation qui sont désignés dans le cadre européen comme des composantes du cadre, hein. Donc, ce sont les composantes de la performance langagière. En fait, il y en a quatre, mais on va en retenir trois. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a trois. C'est la composante linguistique, la composante sociolinguistique, la composante pragmatique, et une quatrième qu'on va prendre en considération, mais qu'on ne va pas utiliser comme étant un critère, c'est la compétence socioculturelle. Les trois premières, je les répète, linguistique, sociolinguistique et pragmatique, sont désignées dans le cadre européen comme des composantes de la performance langagière. En évaluation, nous allons les utiliser tout simplement comme des critères. C'est les trois grandes familles de critères à partir desquels on va pouvoir bâtir des grilles d'évaluation. Et ces trois composantes, ces trois grands critères, quand on les additionne, ce sont eux qui permettent de définir, d'évaluer ce que l'on appelle la performance langagière. La performance langagière ne peut être aboutie que lorsqu'elle réunit, lorsqu'elle mobilise ces trois composantes, linguistique, je me répète, sociolinguistique et pragmatique. Je ne rentrerai pas dans les détails, alors peut-être que si on a le temps, je le ferai, mais pour ne pas perdre de temps, vous trouverez dans vos cours la définition de ces trois grandes notions qui sont absolument essentielles, puisque c'est à partir de ces trois grandes catégories que l'on peut ensuite définir ces grilles d'évaluation en les déclinant. Par exemple, dans la composante ou le critère linguistique, vous allez y retrouver l'orthographe, la morphosyntaxe, la phonologie, la prosodie, l'arythmie, le lexique, le choix du lexique, la richesse du lexique, l'exactitude du lexique. Tous ces éléments sont finalement, eux, non pas des critères, mais des sous-critères. C'est-à-dire que cumulés, ce sont eux qui vont définir ce qu'est le linguistique, ce que l'on cherche à évaluer au travers de la composante linguistique. Et on fait la même chose avec la composante pragmatique et la composante socio-linguistique. Donc il est important de bien avoir à l'esprit, de bien comprendre ce que sont ces trois grands piliers de l'évaluation, ces trois grandes familles de critères, puisque c'est à partir de ces trois critères que l'on va pouvoir évaluer des candidats. À côté de ça et en parallèle, il est important d'avoir à l'esprit que l'outil d'évaluation lui-même peut être l'objet d'une évaluation. C'est-à-dire que l'on est en mesure de pouvoir évaluer l'outil d'évaluation, voir si cet outil répond à des standards, à des normes, à des méthodologies de conception suffisantes pour pouvoir évaluer et surtout délivrer des résultats qui soient justes. Juste, c'est un adjectif qui est un peu ambigu en français puisque il peut se rattacher à la justesse ou à la justice. Hein, être juste, ça relève de la justice ou de la justesse. Et en fait, une évaluation juste, elle doit répondre, d'un point de vue méthodologique, à trois critères qualitatifs, qui en soi directement ne servent pas à évaluer des apprenants, mais à avoir une opinion précise et presque scientifique
de la qualité d'un outil d'évaluation. Ces trois grands critères qualitatifs, vous les retrouverez dans votre cours également. C'est ce qu'on appelle la standardisation, la fidélité et la validité. Ces éléments-là, vous les retrouverez dans votre cours et ce sont eux qui vont permettre d'évaluer l'outil d'évaluation. Plus, et là j'en reviens à mon cours, enfin à mon intervention du début, plus l'enjeu est important, plus l'évaluation devra être fidèle, valide et standardisée. Si vous faites un petit examen dans votre cours pour voir où vous en êtes et mettre une appréciation, même une note si vous voulez, mais qui ne va pas avoir d'impact sur la moyenne des candidats, vous n'aurez pas nécessairement l'obligation d'avoir un outil qui soit valide, fidèle et standardisé. En revanche, tous les tests de langue, tous les examens de langue, et j'y inclus même le baccalauréat, si vous voulez, mais le DELF, le DALF, le TEF, le TCF, le TOEIC, le TOEFL, le DELE en espagnol, si vous faites du japonais, le GLPT ou comment il s'appelle, le TOPIK en coréen, enfin bref, on peut faire la liste de toutes les certifications en langue étrangère, toutes ces certifications, le test DAF en allemand, toutes ces certifications, elles sont toutes valides, fidèles et standardisées. Et il est important que vous alliez dans vos cours pour pouvoir retrouver ces définitions et comprendre ce que ça veut dire, parce que il est important de ne pas confondre les critères qui servent à évaluer un apprenant, les critères qu'on a vus tout à l'heure, les critères de pragmatique, linguistique et sociolinguistique, et ces critères d'évaluation qualitatifs qui permettent d'avoir une idée précise et presque scientifique de la qualité de l'outil d'évaluation que l'on met à disposition des apprenants. Un outil fidèle, un outil valide, un outil standardisé. Alors, je peux reprendre rapidement, si vous voulez, ce que ça signifie. Un outil fidèle, c'est un outil qui va permettre ce qu'on appelle la constance en évaluation. C'est-à-dire, et vous le savez très très bien, que quand on va utiliser une grille d'évaluation et que, par exemple, on sait que on va être corrigé, notre production orale ou notre production écrite, que sais-je, va être corrigée par l'examinateur X ou l'examinateur Y ou l'examinateur Z, on a envie, en tant que candidat, qu'on soit évalué de la façon la plus juste possible. Et cette justice, cette justesse, elle est rendue au travers de la fidélité, c'est-à-dire qu'on a envie que les examinateurs, enfin l'examinateur qui va prendre en main la correction de ma production, utilise la même grille, les mêmes critères que ses collègues, et donc qu'ils aient aussi, eux, la même interprétation des critères et qui vont pouvoir utiliser ces critères d'une manière fidèle, c'est-à-dire qu'il y ait une constance, que ma production soit corrigée par Monsieur X ou par Monsieur Y. Si ces deux examinateurs ont utilisé les mêmes grilles et en ont la même interprétation, la même lecture, je devrais avoir les mêmes résultats. Et c'est ça qui permet d'assurer ce que l'on appelle la constance en évaluation. Vous voyez, par exemple, pour le DELF et le DALF que vous connaissez probablement, on met en place des outils qui permettent de renforcer cette fidélité. C'est d'abord une grille d'évaluation. C'est déjà la grille elle-même d'évaluation, une grille critériée et pondérée. C'est déjà un outil de fidélité parce qu'il va permettre, c'est la même grille pour tout le monde. Et on va en plus former les gens à l'utilisation de ces grilles et on va les habiliter en tant qu'examinateur correcteur. Ce qu'on ne va pas faire pour un petit examen qui n'aura pas beaucoup d'enjeux. Mais quand on sait que le DELF, notamment le B2 ou le C1, voire le C2, permettent d'entrer à l'université en France et donc d'obtenir une admission, voire un visa d'études, l'enjeu est fort. Il faut des examens qui soient extrêmement, il faut une évaluation qui soit extrêmement fidèle. L'évaluation, donc, il faut qu'elle soit fidèle, mais aussi il faut qu'elle soit valide. La validité, c'est, alors là, on n'est plus dans la constance en évaluation, mais la validité, c'est une définition qui en soi est très très simple. C'est évaluer ce que l'on est censé évaluer. Alors, là, vous allez me dire, ben oui, mais là, ça paraît évident, c'est enfoncer un peu des portes ouvertes. Alors, oui et non, parce que on a souvent tendance à vouloir
avoir un œil un peu critique quand on est un examinateur, quand on est un correcteur, et dans une épreuve, par exemple, de compréhension orale ou de compréhension écrite, on va poser des questions à des candidats pour savoir s'ils ont compris alors tel document déclencheur à l'oral ou bien tel document ou tel document écrit. Si le candidat répond correctement aux questions qu'on lui pose, mais qu'il fait des fautes de français, par exemple des fautes de syntaxe, ou si les questionnaires se font à l'écrit, il va faire des fautes d'orthographe, et qu'on le corrige pour ces fautes-là, on n'est pas dans une démarche de validité, parce qu'on n'évalue pas ce que l'on est censé évaluer. Dans une épreuve de compréhension écrite ou de compréhension orale, on est censé évaluer de la compréhension écrite ou de la compréhension orale, mais pas de la production. Si on veut évaluer de la production, on va l'évaluer à ce moment-là dans un autre type d'épreuve qui s'appelle la production écrite ou la production orale. Et la notion de validité est absolument essentielle parce que ça permet d'éviter les doubles peines pour les candidats qui vont, par exemple, dans une épreuve du TCF ou du DELF, mais là encore, on peut prendre n'importe quelle autre épreuve comme toutes celles que j'ai citées tout à l'heure, en espagnol, en allemand, en anglais, en chinois, en ce que vous voulez, ou en portugais. Les épreuves de compréhension ne vont porter que sur la capacité, les compétences des candidats à comprendre ce que on leur propose dans les documents déclencheurs et dans les questionnaires que l'on élabore pour eux. Mais en revanche, dans l'élaboration de leurs réponses, dans la production de leurs réponses, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on le corrigera plus tard lorsqu'il s'agira d'une épreuve de production, mais pas dans l'épreuve de compréhension. C'est pareil, lorsqu'on évalue quelqu'un en niveau B2, on ne lui pose pas des questions de niveau A2, ni de niveau C1, ni de niveau B1. Il faut également viser le niveau de difficulté que l'on évalue, et viser le niveau de difficulté que l'on évalue, c'est ce qu'on appelle le calibrage, c'est-à-dire que nos questions doivent être calibrées sur le niveau le niveau cible, le niveau que l'on cherche à évaluer. Et enfin, le troisième critère qualitatif, c'est la standardisation. La standardisation, c'est un élément qui est aussi très important. Plus l'enjeu est fort, accès à l'université, accès à la nationalité française, accès à la carte de résident, accès à un visa de travail pour aller au Canada, accès à un emploi. Tous ces éléments-là sont absolument, la standardisation est un élément qualitatif absolument essentiel parce que il permet à l'utilisateur final, et retenez bien ce terme, à l'utilisateur final de s'assurer que le résultat qui est délivré correspond bien au niveau du candidat, à la performance du candidat. Ce qui fait que l'utilisateur final, dans une évaluation à fort enjeu, ce n'est, enfin, j'allais dire ce n'est pas, c'est quasi exclusivement une administration, une université, un service des visas, un service d'immigration, une préfecture de police, bref, une structure administrative qui va exiger un niveau de langue pour un projet de vie. Devenir français, obtenir une carte de résident, obtenir un visa permanent pour le Canada, devenir canadien, obtenir la nationalité française, obtenir un emploi. Tout ça sont des projets de vie importants, à fort enjeu, et il est essentiel de pouvoir proposer aux candidats des évaluations et des certifications standardisées, c'est-à-dire que vous passiez cet examen euh, à Fort-de-France, à Mexico, à Washington ou à Moscou ou à Pékin ou que sais-je, à Cuba, vous devez les passer dans les mêmes conditions d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est absolument essentiel de devoir respecter ces éléments-là parce que, voilà, une épreuve du DELF, ça dure, alors je vous dis n'importe quoi, ça dure 1h25 et ça dure pas 1h35. Et si ça dure 1h25 à Buenos Aires, ça doit durer 1h25 à Paris et 1h25 à Berlin. On doit accompagner cette standardisation et l'évaluation des candidats d'un critère d'équité absolument essentiel. Et ça, l'équité se situe au cœur de l'évaluation et c'est l'équité qui vient finalement, enfin c'est plutôt la standardisation, la validité et la fidélité qui font l'équité de l'évaluation. L'équité se mesure au travers de ces trois
grands éléments, de ces trois grands critères qualitatifs de l'évaluation. Donc pour résumer, si je reprends ces deux grandes, ces deux grands concepts de l'évaluation, le premier, c'est l'évaluation des candidats au travers de critères linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques, et une évaluation de l'outil d'une d'évaluation avec à fort enjeu, bien souvent, avec des critères qualitatifs de fidélité, de validité et de standardisation. Et il est important de ne pas les confondre. Et une des questions de votre examen, justement, porte là-dessus. Donc, il est important d'avoir à l'esprit ces éléments-là, qui d'ailleurs, vous les retrouverez dans le cours, mais dans deux cours différents. Vous verrez que les choses sont bien scindées. Vous pouvez me demander, et avec raison, mais que fait-on du socio-culturel? Alors le socio-culturel, et là je vais finir mon intervention pour boucler aussi un peu la boucle, le socio-culturel, on ne va pas vraiment on ne va pas l'utiliser comme un critère d'évaluation, parce que le socioculturel, contrairement au pragmatique, au linguistique et au sociolinguistique, le socioculturel, il n'a jamais été décrit. On ne sait pas à quoi il correspond. Si vous me dites, par exemple, le présent de l'indicatif, ben, le présent de l'indicatif en français, il y en a parmi vous, j'en suis sûr, qui sont déjà professeurs de français, tout le monde va dire bah, le présent de l'indicatif, c'est le temps que l'on va voilà, découvrir au niveau A1, avec peut-être les articles définis, avec l'accord en nombre et en genre de l'adjectif qualificatif. Bref, des notions qui paraissent assez simples et que l'on va attribuer au niveau A1. Au niveau A2, par exemple, eh ben, au niveau A2, on va commencer à utiliser peut-être le passé composé qu'on n'avait pas vu. Au niveau B1, on va commencer à empiéter un petit peu sur le conditionnel présent, sur le subjonctif présent dans certains cas. On va enrichir encore un peu plus son lexique. Bref, on est en mesure d'établir une gradation dans la difficulté, tant sur le plan linguistique que sociolinguistique que pragmatique, euh, alors que pour le socioculturel, on n'est pas en mesure de pouvoir placer cela sur un continuum des niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Il est important d'avoir à l'esprit que ce qui n'est pas décrit ne peut pas être évalué. En tout cas, ne peut pas être évalué d'une manière équitable et juste. Le socioculturel, moi, je ne sais pas si, je peux prendre n'importe quel exemple, je ne sais pas, sur les habitudes culinaires des Français, est-ce que c'est du niveau A1, du niveau B2, du niveau C2? Je pense que personne ne s'est vraiment penché là-dessus pour savoir où placer ces éléments-là dans le cadre européen commun de référence. Ce n'est pas décrit. On va vous apprendre à saluer, à tutoyer, à vous voyer, à utiliser un français formel ou un français familier. Tout ça, ça fait partie du cas, notamment dans les éléments sociolinguistiques et pragmatiques. Mais en revanche, vous dire s'il faut connaître le nom de tous les fleuves en France ou de l'endroit où les Français passent leurs vacances l'été ou l'hiver, bon, ben ça fait partie de tous les éléments subjectifs qui constituent aussi l'apprentissage d'une langue, mais pas son évaluation. C'est-à-dire que tous ces éléments socioculturels qui sont la richesse souvent des manuels de français langue étrangère ou d'anglais ou d'espagnol, de ce que vous voulez, en évaluation, on n'aime pas ça parce que c'est pas décrit. Lorsque on vous parle de francophonie dans une méthode de FLE au niveau A2, c'est le choix de l'éditeur. Mais c'est pas le choix du cadre européen commun de référence. Vous voyez, quand on vous parle je sais pas moi, des relations hommes-femmes ou des Français dans le monde du travail, eh ben, ça aussi, si c'est mis en niveau B2 chez Hachette, peut-être que ça sera mis au niveau B1 pour les éditions Didier ou Clé internationale. Il n'y a pas de règle pour ça. En revanche,
pour tous les aspects, je me répète, hein, linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques, nous avons une définition claire des éléments que l'on retrouve dans le cadre européen et qui permettent de constituer les certifications. Et comme les certifications s'inscrivent dans quelque chose de formel je me répète encore, souvent à enjeu moyen ou à fort enjeu, on ne peut pas se permettre de mélanger des éléments qui appartiennent à un niveau pour les mettre dans un autre niveau. Il est important de respecter les cases qui sont prévues par le cadre européen commun de référence, justement pour s'assurer du traitement équitable des candidats. Voilà, je crois avoir fait très rapidement le tour des éléments importants qui nous semblaient essentiels de souligner ou de ressouligner. Tout cela, vous allez le retrouver dans votre cours, mais je crois avoir parcouru en tout cas les éléments qui vous seront essentiels pour la compréhension générale du cours, mais également pour une bonne réussite de votre examen. Et cette présentation, on va pouvoir la remettre sur le site. Je pense qu'elle est peut-être, est-ce qu'elle est déjà, je vais jeter un rapide coup d'œil. Est-ce que j'ai été déconnecté de la plateforme? Je l'ai été, donc je ne vais pas le faire. Mais avec Bruno, on va s'assurer que un PowerPoint reprenant tous les grands éléments de cette présentation figure également sur la plateforme. On va le rendre visible pour que vous puissiez retrouver, voilà, les grands thèmes de cette intervention et qui devraient vous permettre aussi de vous repérer dans les PDF qui sont mis à votre disposition dans notre cours. Voilà. Eh bien, cher Bruno, merci beaucoup pour cette belle présentation exhaustive. Alors, je ne sais pas si pour l'instant il y a des questions de la part de nos étudiants, mais d'abord deux mots, une petite plaisanterie d'abord en termes de compétences socioculturelles. Forcément, les habitudes culinaires des Français, c'est du C2. Voilà. Alors, hormis cela, non, je plaisante, c'est une plaisanterie, hein. Donc, voilà. Donc, par rapport aux questions, je voulais savoir si nos étudiants en ont. Pour l'instant, pas. Alors, ce que je peux proposer déjà, moi, ce qui me concerne, c'est peut-être une première question. Elle concerne l'évaluation herméneutique. C'est vrai Ah, que ça reste parfois une évaluation qui reste un peu floue pour nos étudiants. Et si tu le veux bien, ça serait bien que tu reviennes sur cette notion. oui, alors je ne l'ai pas. C'est une notion absolument, absolument essentielle sur laquelle j'ai pas voulu, j'ai pas voulu trop m'arrêter parce que ça peut prendre un petit peu de temps, mais je vais essayer de faire vite. L'évaluation herméneutique, en gros, si je veux la résumer, c'est l'évaluation que l'on ne doit pas suivre, mais malheureusement, comment vous dire, elle est inhérente à notre état d'être humain, c'est-à-dire que on passe notre temps à finalement, en le voulant ou en ne le voulant pas, à évaluer. Par exemple, actuellement, je pense que pendant ma présentation, alors peut-être que vous m'écoutez religieusement, ce que j'espère bien évidemment, mais je suis certain que vous êtes aussi en train de m'évaluer. C'est-à-dire le ton de ma voix, ma façon de me présenter, ma magnifique coiffure de cheveux. Vous avez, j'en suis certain, plein de choses qui ont dû vous traverser l'esprit pour pouvoir porter un jugement sur moi en tant qu'intervenant dans le cadre de ce cours. Et finalement, alors qu'on ne vous le demande pas, vous m'avez évalué et vous avez évalué ma prestation. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que j'articule bien? Est-ce que, voilà, tous ces éléments, ma chemise vous plaît? Tous ces éléments-là, vous allez les, les utiliser, alors ou tous ou certains, pour pouvoir évaluer. Ben, en salle de classe, c'est pareil. L'étudiant qui arrive en retard, celui qui est toujours là, assis avant que vous rentriez en classe, celui qui va poser beaucoup de questions, celui qui écrit mal, celui qui écrit bien, celui qui est bien habillé, celui qui... voilà. Ou même là, moi, je pourrais me dire, moi aussi, je peux aussi un peu vous évaluer. Vous voyez, c'est un échange également qui est aussi assez, finalement, assez équitable, mais qui est souvent déséquilibré. Le fait d'être face à moi, là, je vois Bruno face à moi qui a mis sa caméra, vous ne l'avez pas mise, ben, je pourrais me dire, ben là, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils sont en train de faire autre chose, de faire leur mail, ou de se peindre les ongles, ou de... Bref, ces éléments-là sont des faisceaux d'éléments
qui vont m'inviter à porter un jugement qui est peut-être, probablement, très probablement faux. L'étudiant qui est là avant vous en salle de classe, eh ben peut-être que c'est votre plus mauvais étudiant. L'étudiant qui a sa caméra éteinte actuellement, eh ben c'est peut-être celui qui écoute le plus religieusement tous les propos qu'on lui tient. Donc l'évaluation herméneutique, elle est inhérente à notre état. Elle est inévitable ou presque inévitable, mais il ne faut pas se fier à ces éléments-là parce que euh, ils peuvent vous guider justement vers un traitement inéquitable de l'évaluation. Vous le verrez dans le cours, il y a tous les parasites de l'évaluation qui sont listés. Ils sont à peu près une quinzaine, je crois. Ils sont assez nombreux et vous verrez que nous sommes tous envahis par des parasites de l'évaluation. Et quand on est enseignant, quand on a en charge l'évaluation d'apprenants, faible enjeu, moyen enjeu, fort enjeu, peu importe, il faut rester équitable, il faut rester juste. C'est un objectif à atteindre, à respecter, une ligne que l'on doit se donner. Et il est important de ne pas se laisser envahir justement par ces parasites de l'évaluation. Donc, l'évaluation herméneutique, c'est celle-ci, c'est celle qui, voilà, repose bon gré, mal gré sur des faisceaux d'éléments qui ne sont pas vraiment des critères, puisqu'ils appartiennent à chacun d'entre nous et qui vont bien souvent nous conduire vers des jugements erronés de nos candidats et de leur production. Merci Bruno. Donc, les questions commencent à arriver et je vais passer en premier la parole à Madame Noté pour poser sa question. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport à l'évaluation, comme c'est l'expression d'une mesure finalement d'un écart euh, et qui souligne justement le chemin qui reste à parcourir pour l'élève plutôt que le chemin qui a déjà été parcouru, comment on peut faire pour que ça n'entache pas leur motivation? Est-ce qu'on peut, je sais pas, ajouter à la note un commentaire ou est-ce que vous avez des pistes tout simplement? Euh, voilà, j'avais Oui, cette... alors c'est pareil, là encore, une évaluation, vous pouvez ou non la formaliser en fonction de l'enjeu qu'elle représente. Mais si l'évaluation représente un enjeu fort, la note, moi, me semble essentielle parce que la personne qui est évaluée va l'être aussi dans son quotidien lorsqu'elle va utiliser cette langue-là dans un contexte de la vie, voilà, de son parcours personnel. Ça devra être fait sous l'effet d'une certaine contrainte. Et la contrainte, par exemple, la contrainte temporelle ou le jugement de l'autre sont des éléments qui sont absolument essentiels. En revanche, dans une évaluation à moyen enjeu ou à enjeu faible, la note n'est pas nécessaire. Une appréciation peut être très largement suffisante et elle peut justement permettre de mettre en valeur alors ce qui a été réussi d'abord, parce que je pense qu'il faut valoriser ce qui a été réussi, et puis essayer de montrer l'erreur comme étant un outil pour la perfection. L'erreur en soi est absolument nécessaire pour l'apprentissage. Alors, à un moment donné, quand on est dans une évaluation sommative, la fonction inventaire, bon, bah, l'erreur, elle est aussi synonyme de sanction. Mais je pense que en évaluation formative, l'erreur doit être un élément aussi qui doit être un élément moteur. Et il faut en faire un élément moteur. Et c'est la raison pour laquelle l'évaluation formative repose sur l'échange d'informations avant qu'elle soit l'expression d'une sanction. Merci beaucoup. Compris. Merci Bruno. Donc là, je me fais le relais de la question de Raquel qui aimerait savoir ton opinion sur les sciences dures et l'évaluation des compétences en FLE. Alors, je vais répondre rapidement à cette question parce que je pense que dans le cours, tout y est. Une évaluation, alors les sciences dures, elles sont absolument essentielles, je crois, pour les évaluations à fort enjeu. Et je vous invite à découvrir tous les passages portant sur la psychométrie qui devraient vous apporter, je pense,
qui devrait apporter les réponses à votre question. Voilà. Mais les séances dures, dans l'équité de traitement des candidats, elles sont essentielles, surtout dans les évaluations à fort enjeu. Voilà, Bruno. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions, donc je vais en profiter pour t'en poser une autre. Oui. Souvent, l'évaluation de type sommative est à fonction inventaire est souvent certifiante, Mhm. mais qu'en est-il de l'évaluation formative? Bah, l'évaluation formative, elle est rarement, elle n'est pas certifiante, mais en revanche, elle peut conduire à une note, si vous le souhaitez, on peut la formaliser, mais l'évaluation formative, sa fonction n'est pas à être inventaire. Elle doit être là, comme je vous le disais tout à l'heure, elle doit servir de transfert d'informations aussi bien du côté de l'apprenant que du côté de l'enseignant. Et elle doit voilà, alimenter la remédiation, alimenter la mise en place de stratégies d'apprentissage, euh, de méthodes de cours également. Et l'évaluation formative, elle a un rôle absolument essentiel à jouer et on ne peut pas comment vous dire, la rendre sécable de l'approche pédagogique. Alors qu'une évaluation sommative, on peut tout à fait aller passer une certification ou un examen sans même suivre de cours. Et voilà, avoir des notions, des compétences en langue étrangère et se présenter directement à une évaluation. L'évaluation formative, elle est de toute façon intrinsèque au parcours d'apprentissage et on ne peut pas l'en défaire. Et c'est pour ça que voilà, moi je ne suis pas un grand partisan de l'évaluation formative notée ou synonyme de sanction, mais vraiment d'accompagnement de l'apprentissage. Et comme le disait l'étudiante tout à l'heure, elle doit servir avant tout à la motivation. Maintenant, c'est avec plaisir que je passe donc la parole à Edith François pour poser sa question. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis enseignante à la Dominique dans un collège et ma question porte sur la grille d'évaluation. Euh, Normalement, la Dominique, on prépare nos élèves pour un examen final qu'on appelle, quand ils sont en FIFOM, qu'on appelle, qui est bien sûr troisième, niveau troisième, je pense, oui, ou seconde. Donc, on les prépare pour ce qu'on appelle CXC. D'accord? Mhm. Maintenant, la grille des critères d'évaluation de CXC ne correspondent pas vraiment aux critères de la grille d'évaluation du cadre européen des langues. Donc, par exemple, pour le CXC, ils ont un ensemble. Ils mettent ensemble, par exemple, les critères sociolinguistique, linguistique, pragmatique. Tout ça, c'est par exemple excellent et ils ont tous ces critères dans ce même endroit. D'accord? Donc, Mhm. ils vont par exemple de 20 sur 20, bon, 30 sur 30, d'accord? Et ils mettent ces critères-là. Mais tandis que dans le cas européen, on sépare les critères pragmatiques et sociolinguistiques, par exemple. Donc, 5 sur 5, est-ce qu'on doit être créatif et bien sûr, je peux essayer de travailler avec les deux pour Alors, la Maghreb. C'est c'est compliqué, c'est une question difficile parce que là, on est dans une évaluation qui s'intègre, je crois, dans des programmes scolaires avec des décisions qui ont été prises probablement au niveau des autorités éducatives. Donc, il est difficile d'aller à l'encontre de ce qui est décidé d'un point de vue officiel. Mais d'un point de vue théorique, il est clair que ce que vous me décrivez là ne correspond pas à une évaluation de la performance, mais à une partie des compétences qui peuvent être évaluées. Mais on n'est pas là dans une évaluation complète vue du cadre européen comme une référence, parce que on va pouvoir, vous allez devoir, dans le contexte qui est le vôtre, de peut-être donner un poids plus important à tel critère, notamment le critère linguistique, qu'aux autres. Avec le cadre européen, on essaye de lisser
ces trois piliers, ces trois composantes, ces trois critères, et de les rendre indissociables lorsque l'on vise la performance langagière. Et on ne peut pas se contenter uniquement de l'acquisition des connaissances, mais bien d'une performance. Et la performance, elle inclut aussi bien les connaissances que les compétences. Et donc, c'est en ce sens-là que ces trois piliers, ces trois critères, ces trois composantes sont absolument nécessaires, même si en fonction des niveaux, A1, A2, B1, B2, etc., elles peuvent ne pas avoir le même poids. La fonction, par exemple, le critère pragmatique, va prendre normalement beaucoup plus de place dans les niveaux B1, mais surtout B2, C1 et C2, alors qu'ils vont être plutôt très légers en niveau A1 et A2. Donc vous voyez, le poids n'est pas le même, mais en tout cas, ils sont pris en considération, quel que soit le niveau, et de façon indissociable, parce que on vise l'évaluation de la performance langagière. Merci. Je vous en prie. Alors, nous n'avons pour l'instant plus de questions. Alors, une dernière question, cher Bruno. C'est désormais la place de l'intelligence artificielle dans les évaluations. Comment France Éducation Internationale envisage donc l'évolution par rapport à cette nouvelle technologie? Oui, alors l'intelligence artificielle a fait son entrée en force en fin d'année 2024 pour le test de connaissance du français, pour l'épreuve de production écrite. Alors évidemment, vous savez qu'on utilise la technologie depuis longtemps et puis on n'est pas les seuls, TOEIC, TOEFL, le CIELE en espagnol, le TCF, le TEF, le TFI utilisent la technologie, notamment au travers de scanners et de lecture optique pour corriger les épreuves de compréhension orale et de compréhension écrite. Et il se trouve que depuis le mois de octobre 2024, donc depuis la fin de l'année dernière, nous utilisons l'intelligence artificielle pour corriger la production écrite des candidats au TCF. Alors, il y a double correction, une production, une correction qui est faite par un robot et ensuite une correction qui est faite par un être humain. Et en cas de différence d'appréciation entre le robot et l'être humain, il y a une troisième correction qui est faite également par un être humain qui statue. Mais la première correction est faite par le robot. Et nous avons justement, Bruno, augmenter de façon très sensible ce qu'on appelle le niveau de fidélité de nos corrections grâce à l'intelligence artificielle, puisqu'elle nous permet une évaluation beaucoup plus constante et beaucoup plus stable d'un examinateur à l'autre et dans le temps et dans l'espace également. Et il y aura des communications qui seront faites sur voilà, l'utilisation de l'IA pour l'évaluation de la production écrite et bientôt, je le pense, pour l'évaluation de la production orale. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, Bruno, sur le chat, sur les personnes présentant un trouble neurodéveloppemental tel que le tiers-temps pour le bac. Il existe déjà des adaptations des passations des tests. Nous sommes obligés, pour le DELF-DALF, pour le TCF, de prendre en considération tous les handicaps, notamment celui que vous citez, et avec la présentation d'un certificat médical les candidats au DELF-DALF et au TCF bénéficient déjà d'un tiers-temps pour les épreuves. Sans parler des autres handicaps comme voilà, les malvoyants, les malentendants, où nous avons également des adaptations particulières et des formats spécifiques pour ces candidats à besoins spécifiques. Merci beaucoup, cher Bruno. Ben, je vous remercie, je te remercie Bruno, puis Il n'y merci a- à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui étaient présents aujourd'hui. Alors, il n'y a plus de questions. Nous allons donc clore nos échanges. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur notre plateforme évaluation et certification. Merci Raquel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Ouais, merci.